Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires. Aujourd'hui, nous rencontrons des entrepreneurs de la région. Audrey Javet de la clinique périnatale HNB, mais tout d'abord, débutons avec Hélène Boissonneau d'FPH. Qu'est-ce qui t'a amené à démarrer ton entreprise tout en parlant un peu de ton parcours qui t'a amené là? Je suis entrepreneur de naissance, en fait. J'ai toujours su que je serais entrepreneur. À 17 ans, j'ai commencé à être éducatrice à mon compte. Mais à l'époque, encore maintenant, on ne peut pas avoir de service de garde avant d'avoir 18 ans. Donc, je travaillais dans une famille et à 18 ans, j'ai ouvert mon service de garde en milieu familial. Donc, j'ai travaillé longtemps comme éducatrice à mon compte et au fur et à mesure, j'avais fondé d'autres entreprises, dont une qui était vraiment là, plus axée sur le bonheur, la santé mentale. Donc, je faisais des conférences, j'avais mes sites web, donc j'avais déjà une petite expérience dans le domaine. Et j'avais déjà un mode de vie minimaliste, zéro déchet, éco-responsable, donc ça faisait partie de moi. Un jour, j'ai rencontré une merveilleuse personne qui est Pascal, mon conjoint, qui, lui, n'était pas du tout dans ce mode de vie-là. Et puis, on a commencé à se fréquenter. Ça, c'était au début de notre relation. Il avait vu un article qui parlait justement de minimalisme. Puis, il m'avait dit, un jour, ton mode de vie va être populaire. Et moi, j'étais partie à rire, parce que j'y croyais même pas. Alors, c'est ça. Fait qu'en 2016, fin d'année 2016, il me dit, aimerais-tu ça partir avec moi une entreprise pour inspirer les gens? Il dit, tu m'as inspiré à changer mon mode de vie sans jamais me forcer, sans jamais me critiquer. Il dit, tu pourrais le faire avec d'autres personnes. Alors, en 2017, on a commencé à tâter le terrain, à voir si c'était possible. Et tout de suite, j'ai commencé à faire des conférences. Donc, on a commencé à faire des conférences, puis c'était surtout axé sur le zéro déchet à ce moment-là. En 2018, on a fait le lancement officiel, donc le site web, la liste des conférences qu'on donnait. J'ai commencé à faire des désencombrements chez les gens et tout. Et en 2020, officiellement, j'ai commencé à travailler à 100% pour l'entreprise. Donc, on est deux dans l'entreprise. Tu sais, j'ai grandi comme ça. Mon père est né en 1929. Donc, tu sais, mes parents, j'ai grandi avec un mode de vie comme ça. Tu sais, mon père, il avait l'essence du minimalisme, du zéro déchet, pour d'autres raisons. Eux autres, c'était pas une question d'éco-responsabilité, c'était une question de disponibilité de choses et d'économie. Et on est 12 dans la famille. Donc, tu sais, j'ai grandi vraiment avec on porte les vêtements le plus longtemps possible, on fait attention pour pas gaspiller de nourriture, on réutilise tout ce qu'on peut. Donc, c'était vraiment ancré en moi déjà, mais très rapidement, moi, je l'ai axé du côté environnemental parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est ça en moi, puis qui a apporté mon chum à faire des changements. Puis c'est vraiment comme ça que c'est né. Donc, c'est l'idée de mon chum, mais maintenant, c'est moi qui travaille le plus là-dedans, qui est vraiment celle qui est devant. Le minimalisme, le zéro déchet, tout ça, c'est un cheminement de vie, en fait. Donc, on tend vers, moi, c'est ce que je viens de dire, je ne suis pas 100% minimaliste, je ne suis pas 100% zéro déchet, on tend vers. Et on a apporté aussi une autre dimension qui est la slow life. Donc, vie lente. Le zéro déchet s'ancre dans ce mode de vie-là aussi. Donc, ce que c'est, bon, zéro déchet, on peut dire facilement, c'est de produire zéro déchet. On s'entend que c'est difficile, voire impossible. Donc, c'est vraiment un mode de vie où on essaie de produire le moins de déchets possible à tous les niveaux. Donc, acheter en vrac, utiliser l'autobus, le transport en commun, marcher, le vélo plutôt que de prendre la voiture, acheter usagé. Donc, c'est vraiment un mode de vie où on pense à produire le moins de déchets possible. Le minimalisme, il y a plein d'autres termes qui sont connus, qui ressemblent au minimalisme. Simplicité volontaire, vivre avec moins, il y a plein de choses les gens vont parler de minimalisme ou de d'autres synonymes. Ça revient tous au même, au final. C'est de vivre avec ce qu'on a réellement besoin, dans l'équilibre. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important chez nous, chez FPH, c'est vraiment l'équilibre. Donc, c'est pas de rien avoir, c'est pas de pas posséder d'objets ou quoi que ce soit, mais que tout ce qu'on a un sens.
Et avec la slow life aussi, puis c'est le terme qu'on utilise de plus en plus parce que c'est celui justement qui fait le plus de sens pour moi. Donc, slow life, c'est ralentir afin de prendre soin de soi et de l'environnement. Ta clientèle cible là-dedans, c'est qui? Parce que ça peut être tout le monde, mais tu as sûrement pensé à une clientèle cible. Les personnes à la retraite, puis qui là, ils disent « OK, là, moi, là, faut que je désencombre ma maison, j'ai trop de choses. » Et on a aussi une tranche de plus jeunes, un peu, mères de famille pour la plupart. On a un peu de tout, mais vraiment, les mères de famille, on en a beaucoup, qui veulent des trucs pour être plus éco-responsables, pour ralentir, justement pour que la famille soit en équilibre. Comment est-ce que vous avez fait pour positionner votre entreprise, pour que ça soit reconnu pendant toutes ces années qui sont passées? Bien, en fait, j'avais la chance d'avoir déjà eu une autre entreprise avant qui était un peu connue, donc c'était sur le bonheur et tout. Fait que le switch s'est fait assez quand même facilement à ce niveau-là. Donc, il y a une partie de ma clientèle qui a continué à me suivre, mais le reste, ça s'est vraiment fait sur le web, beaucoup, notre présence sur le web et donner des conférences. Donc, je donnais des conférences un peu partout et c'est comme ça qu'on s'est vraiment fait connaître. Comment est-ce que vous faites pour garder l'équilibre entre le besoin ou le désir de succès de l'entreprise, les efforts que ça demande et la santé mentale de l'entrepreneur? À la base, je suis quelqu'un qui est vraiment porté vers l'équilibre. Donc, je peux faire des grosses journées, mais mon corps me le dit rapidement que j'ai besoin de ralentir, de faire attention. Une autre chose, c'est que j'ai rarement l'impression de travailler. Donc, je fais vraiment ce que j'aime le plus. Ça m'aide énormément. Mettre à l'horaire, donc j'ai vraiment à l'horaire des temps de méditation, des temps de yoga, des temps de course. Ça, c'est ce que moi, j'aime faire. Mon chum, lui, il a d'autres choses qui lui permettent de décrocher. Il faut que ce soit dans le plaisir. Donc, s'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, on délègue le plus possible, puis on se concentre sur ce qu'on aime vraiment faire. T'sais, pour nous, c'est super important d'être un modèle. Donc, de faire attention, nous, déjà en partant, de ralentir, de prendre soin de soi, de se donner du temps. Et de pouvoir inspirer l'équilibre. Exactement, c'est ça. Parce que si nous, on ne l'incarne pas, on ne peut pas l'inspirer, on ne peut pas le démontrer. Fait que c'est vraiment important pour nous de l'incarner. Puis c'est dans tout, en fait. T'sais. Donc, savoir dire non aide vraiment à l'équilibre. Puis, Hélène, est-ce que tu aurais comme une anecdote à nous raconter? Bien, le fait que j'ai été, avant même que l'entreprise soit lancée, les gens connaissaient tellement mon mode de vie j'ai été contactée tout de suite. Pourquoi c'est une anecdote? C'est parce que je ne savais pas à quel point les gens le savaient que c'était mon mode de vie, parce que avant de lancer FFPH, j'avais pas l'impression d'en parler. Fait que je trouvais ça le fun que les gens disent « ben oui, Hélène, c'est son mode de vie, c'est comme ça qu'elle vit », parce que ça voulait dire que je l'incarnais vraiment beaucoup. Ben, c'est un beau conseil. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? Et puis aussi, pourquoi tu as choisi Sherbrooke? La volonté de répondre à un besoin des familles, en fait, parce que... et puis aussi joindre mes compétences avec ma personnalité. Aider, accompagner, tendre la main aux autres je suis définie comme quelqu'un de très altruiste et empathique, et donc je ne me voyais pas être autre chose en fait finalement que soit professionnelle de la santé, du social, quelque chose qui vraiment englobait les autres, et cette passion pour la relation mère-enfant, pour tout ce que les familles ont besoin de connaître pour ne pas que leurs enfants finalement payent un petit peu leurs blessures à eux. Donc j'ai eu envie de nourrir vraiment les connaissances et le cœur des parents pour nourrir finalement le cœur des enfants en leur donnant toutes les compétences et les connaissances nécessaires pour les accompagner avec bienveillance et beaucoup d'empathie et beaucoup d'amour aussi. L'entrepreneuriat est venu vraiment sur un constat de terrain et c'est une frustration, la frustration d'une professionnelle de santé qui n'arrivait pas à aller au bout de ce qu'elle voulait faire avec les familles, qui avait toujours cette frustration
de ne pas les accompagner autant qu'il le faudrait. Qu'est-ce que Sherbrooke vient... Sherbrooke, ça s'est fait lors d'une journée de recrutement Santé Québec en France. Et on m'a demandé de choisir entre plusieurs villes parce que j'ai passé l'entrevue de façon positive. Et là, on m'a dit, OK, on a besoin de profils comme toi, on a envie de t'avoir dans notre province. Par contre, il n'y a pas de la place de partout. Donc, il faut que tu choisisses une ville. Et on a choisi Sherbrooke parce que c'est la plus proche d'un aéroport. Donc, pour garder le lien familial, on s'est dit, bon, si nos parents nous rendent visite, nos amis nous rendent visite, ben, il faut qu'on ne soit pas très loin de l'aéroport. C'est comme ça que j'ai choisi Sherbrooke. Okay. Puis ton expérience avec Sherbrooke, est-ce que ça l'a bien été? Est-ce que ça s'est bien déroulé? Sherbrooke, je pense que c'est un bon choix, c'est un très très bon équilibre, vie familiale, vie professionnelle, qualité de vie, enfin, on n'a rien à dire sur Sherbrooke, la municipalité en elle-même. Après, sur l'expérience sherbrookoise à proprement parler, un petit peu plus compliqué en termes d'intégration. Concernant tes services, comment ça se passe? C'est quoi le processus là, pour que les gens te découvrent et tout ça? Là? Les parents sont à la recherche de quelque chose d'informatif, puis il n'y a pas de professionnel qui leur donne des informations. Ils ont 1001 réponses, mais pas des réponses de professionnels. Go, au lieu d'aller faire du porte-à-porte, c'est sur les réseaux sociaux qu'on va les communiquer parce que c'est là que sont les parents. C'est comme ça, essentiellement, au jour d'aujourd'hui, que mes services sont connus du monde entier, en fait, parce que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frontières avec les réseaux. Donc, je peux toucher le monde entier. Et c'était aussi une volonté de ma part de ne pas me fermer à un seul endroit. Se mettre sous le menton de bébé pour lui bloquer la bouche. Et le reste de ma main va tenir son visage pour pas qu'il bouge. Je vais prendre ma pipette. Donc ça, en soi, c'est une stratégie de com, en fait, qui a contribué un peu au positionnement, à être plus visible aussi. Complètement. Et avoir accès à plus de gens. Mais si on vient ici à la clinique, quels sont les services qu'on va trouver en quelques mots, juste pour s'assurer qu'on retient étape par étape ce que vous faites? L'offre de service est arrivée après, finalement, ce besoin, parce que j'étais très limitée. Donner des informations, c'est bien, répondre à des questions, c'est bien, mais il m'est impossible, avec mon éthique et ma déontologie d'infirmière, de consulter et de faire un diagnostic sur les réseaux. Ça, c'était pas possible. Il fallait que je trouve une solution. Donc de là sont nés finalement les centres et la clinique, où j'ai dit, OK, j'informe, mais par contre, j'évalue en tant que professionnel. Donc en tant que professionnel, on ouvre la porte, plus les réseaux, mais on ouvre la porte de la casquette infirmière, clinicienne en périnatalité. Et de là, l'offre de service, elle commence dès la conception d'un enfant, tout ce qu'on vient déposer dans les mains d'une professionnelle pour que j'en fasse moi quelque chose, donc que j'analyse, que j'évalue et que je redonne, une fois que j'ai analysé le problème, aux familles, du coup, le pouvoir d'aller où ils ont envie d'aller. Donc dès la conception, ça peut être de la préparation à la naissance, des cours préparatoires du coup, pour accueillir son bébé. J'ai créé un espace nursery pour faire des classes de parents, parce que c'est pas inné de savoir changer une couche, c'est pas inné de savoir emmailloter un bébé. Donc on a vraiment des classes de parents où on va enseigner tous ces gestes de quand on accueille un bébé, l'allaitement aussi. Et puis on va pouvoir aussi, une fois que bébé est là, donc moi je ne fais pas les accouchements à proprement parler, mais je gère l'après aussi, donc l'avant et l'après. Sur l'après, tout ce qui est une difficulté dans la vie d'un parent peut être pris en charge au sein de la clinique. Que ce soit le sommeil, que ce soit l'allaitement, que ce soit la santé mentale de la maman, que ce soit la charge mentale de la famille, que ce soit l'évaluation de l'éveil, la diversification alimentaire, quand le biberon, tout ce qui concerne un bébé. C'est quand même assez large. Complètement. Okay. L'avantage, c'est que j'ai un diplôme initial français et que mon diplôme couvre 0-18 ans. Donc, l'idée, c'était de ne pas m'arrêter au bébé dans cette clinique et d'offrir une offre de service plurielle où on va aussi accompagner les enfants porteurs de troubles, par exemple la dyspraxie, la dyslexie, TDA, TDAH, TSA, tout ce qui est particularité, donner encore une fois aux parents de quoi accompagner leurs enfants et de quoi être serein malgré ce qui se passe dans leur vie de parents. Je vous écoute, je perçois la passion, la vibration quand vous en parlez et ça m'amène à une question. Comment est-ce que vous faites pour garder un équilibre entre ce désir d'avoir du succès dans votre entreprise, l'énergie que cela nécessite, mais aussi la charge mentale, la santé mentale de l'entrepreneur en tant que tel? Comment est-ce que vous faites pour trouver l'équilibre entre ça? L'entourage.
l'entourage. Je pense que j'ai un socle qui est quand même assez solide, familial. J'ai eu des bases très solides et très saines pour mon développement à moi déjà. Une famille, un conjoint qui est partenaire de cette mission de vie, parce que je considère que c'est vraiment une mission de vie, je pense que l'entourage est une force pour moi, pour mener à bien tout ce que je fais et pour surtout vivre de cette passion, en fait, trouver cet équilibre-là entre la passion et le métier, en fait. Et en même temps, j'ai pas vraiment envie d'avoir de limites. Donc, j'aime ce que je suis épanouie dedans. J'ai des gens autour de moi qui vont me dire « Attends, là, stop un petit peu, peut-être que tu dois stopper, parce que moi, je suis pas capable, j'ai le nez dedans. » Mais par contre, je suis à l'écoute de ce qu'on va me dire. Je suis très à l'écoute. Et sincèrement, je crois que j'ai pas d'autres secrets que mon entourage familial, que mon partenaire, mon mari. Et puis, en parlant de ton entourage familial ou ton entourage tout court, est-ce que tu aurais une anecdote que tu pourrais partager avec nous? Alors oui, je la raconte tout le temps. D'ailleurs, je lui ai confessé cette anecdote récemment. Avoir l'envie d'entreprendre, parfois ça peut surprendre, ça peut beaucoup surprendre et ça peut freiner, surtout ça peut freiner. L'opinion des autres, ce que pensent les autres de nos idées, parfois, peuvent nous freiner. Heureusement, ça n'a pas été mon cas, mais niveau anecdote, c'est que le jour où j'ai annoncé à ma famille proche que je savais ce que j'avais envie de faire, je savais comment j'allais sortir en fait de cette frustration que je ressentais, ce besoin d'entreprendre, ce besoin de travailler pour moi, enfin voilà, l'entrepreneuriat. Et quand j'ai annoncé ça, du coup, ma belle-sœur me dit mais il y a vraiment des gens qui vont payer pour avoir des conseils d'une infirmière en dehors de l'hôpital. Enfin, ça lui paraissait, elle était jeune maman, ça lui paraissait vraiment improbable. Et c'est vrai que je me suis dit oui, enfin en tout cas, on verra. Et aujourd'hui, cette même personne du coup qui était très étonnée de cette idée est mon assistante personnelle. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de travailler en couple dans le projet entrepreneurial? Bizarrement, je n'ai pas d'inconvénients. Je trouve que c'est... finalement, on est dans notre milieu professionnel comme on est dans le milieu personnel, une équipe. Et qui travaillent en complémentarité avec chacun ses forces en fait et justement si on a des faiblesses on se les relève. Nous concernant, c'est vrai que c'est pas un défi, nos personnalités se complètent parfaitement. On est propriétaire à 50-50 de toutes nos entreprises, à deux. Je suis l'image de l'entreprise parce que c'est ma personnalité et il est, je veux dire, le travailleur de fond, le perfectionniste, celui qui fait que tous les détails sont gérés à la perfection. Ça match en fait, on est vraiment Sincèrement, je pense qu'on est comme dans la vie, dans notre milieu professionnel et qu'on mêle vraiment on se respecte beaucoup dans ce qu'on est capable de faire l'un et l'autre et on se tire vers le haut dans ce qu'on est moins capable de faire. Donc, et puis pour toi, Hélène? Moi, ça ressemble aussi à ça au niveau des avantages. Donc, on est vraiment très, très différents. Donc, on se complète vraiment beaucoup. Moi, c'est moi aussi qui est à l'avant. Donc, lui, il est plus en arrière, ça fait son affaire, puis moi, c'est parfait comme ça. Moi, le désavantage que je vois, et on est très différents, donc on a aussi des heures de coucher et de lever différents et tout. Mais ça veut dire que moi, des fois, à 8 heures le matin, je suis prête à parler de l'entreprise. Et lui, il se réveille. Ou le samedi, moi, je n'ai pas d'horaire de travail. Moi, je travaille un peu tous les jours, un peu d'heures tous les jours et tout. Donc, le fait qu'on soit en couple fait que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que je travaille puis que je peux, que je lui en parle. Fait que, il n'y a pas de... on n'a pas planifié que, bon, le mercredi matin, on va parler de ça. Moi, c'est comme... Tandis que quand je fais des collaborations avec quelqu'un d'autre, on a une journée spécifique où on se rencontre et on parle. Donc, ce serait l'inconvénient que je vois, ce serait ça, qu'il n'y a jamais de coupure, finalement. Mais sinon, les avantages, le fait de se compléter et tout ça, ça... Ben oui, c'est extraordinaire. Et puis, tu sais, nous, en plus, on est un gars et une femme, et le domaine de l'éco-responsabilité, la charge mentale est beaucoup sur les femmes et tout. On voit beaucoup que c'est les femmes qui vont de l'avant là-dedans, font des actions. Donc, sur nos réseaux sociaux, c'est beaucoup des femmes aussi qui participent. Je disais tantôt, notre clientèle, c'était vraiment les femmes. Le fait qu'on a un homme dans l'entreprise, on a une vision d'homme qui amène qu'on a des hommes qui nous suivent aussi. Fait qu'on on ratisse plus large aussi en faisant ça. Et on a vraiment des backgrounds tellement différents.
Moi, je viens d'une famille de 12 enfants de la campagne. Lui, il est enfant unique de la ville. Donc, là-dessus, on se complète aussi. Donc, on est vraiment une équipe complémentaire incroyable. Et racontez-nous un peu la pandémie. Hein? On espère s'en sortir. Mais comment est-ce que vous avez vécu ça en tant qu'entrepreneur? Bien, nous, en fait, moi, j'ai commencé officiellement à travailler pour FFPH temps plein janvier 2020. Donc, j'avais des contrats, tout allait bien. C'était merveilleux. Et puis, en mars, tout est arrêté. Et comme nous, c'est beaucoup des événements, tout s'est arrêté. Donc, on s'est assis. Et un de nos R, en fait, c'est réinventer. Alors, on s'est dit, il faut vraiment le faire, il faut vraiment se réinventer. Alors, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on est deux geeks. Fait que se tourner vers le web a quand même été relativement facile. Donc, mais c'est ça, ça a fait qu'il a fallu qu'on change complètement tout notre modèle d'affaires et qu'on le transforme. Et ça a donné lieu à des super beaux projets, dont les entrevues Inspirer l'équilibre, qui, toutes les semaines, je présente quelqu'un, un entrepreneur ou une personne, une famille qui vit un des modes de vie qu'on promouvoit. Et j'ai cofondé le sommet Inspirer l'équilibre. Donc, il y a du très beau qui est sorti de ça. Avez-vous eu besoin de réajuster votre offre ou c'était exactement les mêmes produits, les mêmes services qui étaient offerts avant? Non, on a complètement réajusté l'offre parce que les conférences, bien, moi, au départ, en plus, je ne voulais pas nécessairement les faire en Zoom, les conférences, parce que c'est pas du tout la même dynamique. Moi, je fais des conférences qui sont ultra interactives. 50% de mes conférences, c'est répondre aux questions des gens. Et en Zoom, les gens ne posent pas vraiment de questions, sont plus gênés, ils ont moins de dynamique. Je vais dans les écoles secondaires. On n'avait plus vraiment le droit d'aller dans les écoles secondaires. Donc, on a vraiment changé complètement notre offre de service. Ça a été difficile. Ça a été difficile parce que moi, voilà, ça m'a étouffée. En fait, ça m'a étouffée. C'est le défi que j'ai rencontré, c'est celui-là. C'est vraiment la perte d'inspiration à cause des relations sociales qui se sont arrêtées. Et par contre, il y a quand même quelque chose que ça a amené, c'est la limite du burn-out. Parce qu'avec énormément de patients, 3 enfants à la maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comment je fais maintenant pour gérer mes consultations? C'est-à-dire que je faisais des consultations avec mes AirPods en promenant le chien, avec mes enfants Non, ça devenait invivable et je me souviens avoir dit à mon mari, écoute, je ne peux pas continuer comme ça. Soit j'arrête et on reprend quand la pandémie s'arrête et je fais que du contenu sur les réseaux, soit je trouve une solution. Et là, je me suis rappelé avoir formé, parce que je fais des formations aussi, une équipe et finalement, un petit peu vraiment pour éteindre le feu, j'ai dit voilà, j'ai envoyé un mail et disant qui veut travailler pour moi. Puis là, il y en a 7 qui ont répondu moi, ça m'intéresse. Et donc, j'ai agrandi l'équipe. Ça m'a permis de sous-traiter finalement, de sous-traiter ma partie, du coup, mon travail. Et donc, depuis, ça m'a fait grandir encore plus finalement parce qu'en sous-traitant, j'ai développé d'autres choses en fait. Et puis, du coup, ça a amené ça. Voilà, ça a amené ça. Mais voilà, c'est plus moi que ça a impacté que le business en lui-même. On le voit avec les hauts et les bas qu'on peut rencontrer dans une entreprise. Quels conseils pourriez-vous donner à quelqu'un qui veut se lancer dedans? C'est quoi les erreurs que cette personne pourrait éviter ou à quoi elle peut s'accrocher pour continuer à garder la flamme, comme Audrey l'a souligné tantôt? Moi, je pense que si la genèse de l'entrepreneuriat, si la genèse en fait du projet entrepreneurial de la personne, elle vient du cœur en fait, elle s'arrête jamais de vibrer en fait, elle s'arrête jamais de briller. Et en fait, si tu as cette petite flamme, effectivement, on s'y accroche quoi qu'il arrive. Les erreurs sont inévitables, on va tous faire des erreurs, puis on va continuer d'en faire de toute façon, mais chaque erreur est une occasion d'apprendre. Et je pense qu'effectivement, si tu as cette flamme à l'intérieur, tu vas aller vivre les hauts et les bas, mais tu dois en fait te faire face à toi-même. Moi, je pense vraiment que c'est toi-même. On entreprend, je pense qu'on entreprend pour répondre à un service, on répond à un besoin, on répond à quelque chose, mais avant tout, on répond à son besoin à soi. Son besoin à soi d'impacter, de changer la vie des gens, de laisser une pierre dans ce monde, en fait, pour me concernant. Et je pense que si cette flamme, elle est là, les hauts et les bas, tu vas y aller, en fait. Puis il ne faut pas avoir peur des bas, la peur, elle est saine, la peur, elle fait avancer. Donc, ne pas en avoir peur, c'est très, très important quand on entreprend. Quand tu sais c'est quoi ton pourquoi tu le fais, bien, ça te permet vraiment
justement, de dire quand c'est des bas puis quand il y a des hauts, ben quand il y a des hauts, tu fêtes, puis quand il y a des bas, tu fais « oui, mais c'est pour ça que je le fais, donc je vais continuer », tu sais. Donc, puis je pense que de savoir son pourquoi, le fameux « why » qu'on entend souvent parler dans les développements personnels, quand on sait son pourquoi aussi, bien justement, je pense que c'est plus facile de garder un équilibre dans notre vie. Parce que, comme tu dis, ça vient du cœur, puis quand ça vient du cœur, bien notre cœur, notre corps va nous le dire. Quand on est allé trop loin, quand, tu sais, tantôt tu le disais, tu as fait, moi, ça va être un burn-out ou une solution. Mais ton pourquoi, il était clair, donc tu as trouvé une solution pour y arriver. Moi, je parle de sélection naturelle. La sélection naturelle se fait avec ta personnalité. Aujourd'hui, avec tous ces livres de développement personnel, on dirait que tout le monde est né pour être entrepreneur. Puis si tu ne l'es pas, c'est que tu es un fail, c'est que tu as échoué dans ta vie. Non, c'est pas grave si tu n'es pas entrepreneur. Tu peux. Moi, je travaille avec une équipe. Je veux dire, elles n'ont jamais eu envie d'être entrepreneurs, mais elles adorent être avec moi, en fait, parce qu'elles vivent la chose par procuration, puis elles vibrent à côté, mais elles n'aiment pas du tout, elles ne feraient jamais tout ce que je fais. Puis c'est OK, en fait, elles ne sont pas moins bonnes que moi, on est complémentaires. Et je pense que c'est important que les gens sachent ça aussi. C'est OK, si ce n'est pas ton chemin, c'est OK. Et on en a vraiment besoin de gens qui sont entrepreneurs. Exactement. Donc, et d'autres qui ne le sont pas, et puis d'autres qui c'est comme on disait au début, nos partenaires, je veux dire nos conjoints, ils ne sont pas au devant, ils ne sont pas là-dedans, et c'est OK en fait. Chacun sa personnalité en fait. On est tous des pièces du puzzle en fait, puis on fait le monde, je pense. Puis c'est ça. Puis tu sais, moi, c'est depuis que je suis toute petite que je le sais que je vais l'être. Ben, Puis pour moi, c'était la seule façon de faire. Et un jour, je me suis rendu compte que j'ai éduqué mes enfants comme ça. Mon fils ne l'est pas du tout et ma fille l'est. Puis c'est parfait comme ça. Exactement. Fait que je trouve ça super beau ce que tu dis, que c'est correct. On peut l'emprunter parce qu'on va apprendre peu importe. Exactement. Mais de savoir s'arrêter, c'est super important. Oui, vraiment. On n'entreprend pas au détriment de sa santé mentale, je pense. 100% d'accord. Une émission qui place l'importance de garder l'équilibre entre son entreprise et sa propre santé mentale en tant qu'entrepreneur. Mais également, la vibration, celle-là même qui nous permet de nous accrocher à la flamme quand tout va bien, mais quand ça ne va pas bien. Nous espérons que vous avez aimé votre émission. On vous dit à la prochaine.